parler de la plateformisation, quel impact sur l'entrepreneuriat et sur l'accompagnement. Donc on va parler de la plateformisation sur l'impact sur les sociétés et l'impact sur l'accompagnement. Et on va parler d'abord en introduction de cette nouvelle révolution qui se fait normalement avec l'arrivée d'une nouvelle énergie. Donc on avait du charbon, on avait l'électricité et aujourd'hui la nouvelle énergie c'est l'intelligence, qu'elle soit artificielle ou humaine. Alors, de manière pratico-pratique, c'est tout d'abord un nouveau canal de distribution pour les entreprises. Alors c'est un nouveau canal de distribution, par exemple des marchandises. On va parler bien sûr d'Amazon. Amazon, c'est 14 000 TPE qui vendent sur Amazon. C'est 25 000 emplois créés. Alors est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? On va laisser un peu de temps après de parole pour échanger. Mais c'est clairement un nouveau canal de distribution pour des entreprises dont la zone de chalandise ne leur permet pas de vivre suffisamment ou pas au niveau de leur développement. Un exemple, le fabricant de sabots à Gérardmer, dans les Vosges, il vend dans les Vosges à certains touristes en période touristique. Par contre, s'il veut développer sa zone de chalandise, il est obligé de passer par une plateforme. Voilà. Ensuite, c'est également un nouveau canal de distribution. Alors, pour rester dans notre zone ici en Occitanie, on a par exemple l'animalerie de Castelnau qui va vendre ses produits d'animaux sur Mano Mano. On a également, pour aller un peu plus loin à Aix-en-Provence, des ateliers de meubles qui vont vendre également sur la plateforme Mano Mano. Ça leur permet juste d'élargir leur zone de chalandise. Ça ne les empêche pas de vendre sur place, mais ça leur donne un nouveau canal de distribution. C'est aussi une nouvelle distribution de la visibilité. On a le camping de Padimancourt, par exemple, qui va avoir de la visibilité puisqu'on peut prendre un logement chez lui grâce à Booking, comme un hôtel. Le club de wakeboard de Cap Découverte est présent sur la plateforme Spotyride. Donc c'est vraiment aussi un nouveau canal de visibilité de l'entreprise. Et enfin, c'est aussi la distribution de force intellectuelle. Là, on a mesprofs.com, on a Malte, on a Specialist Wanted, mais on a également toutes les personnes qui vendent leurs compétences intellectuelles sur des plateformes. Donc, en premier, c'est un nouveau canal de distribution pour les entreprises. On parle d'entreprises, de grandes entreprises, mais on parle aussi de micro-entreprises. Un micro-entrepreneur, c'est une entreprise comme les autres qui a besoin d'un canal de distribution et de se faire connaître. Donc là, c'est mes exemples que je vous ai donnés. L'impact de la plateformisation a aussi créé de nouveaux besoins et de nouveaux entrepreneurs. Donc les nouveaux besoins, c'est par exemple la connexion entre les restaurants et les consommateurs. On parle d'Uber Eats, les livreurs. C'est la connexion entre les trottinettes et les utilisateurs. Ça crée de nouveaux entrepreneurs. Les chargeurs de trottinettes, c'est un métier qui n'existait pas il y a 10 ans. On n'aurait jamais imaginé qu'on pouvait avoir une entreprise et avoir comme métier principal charger les trottinettes. On a également la connexion d'accompagnateurs piétons. On a par exemple monchaperon.com qui permet à des entrepreneurs, des micro-entrepreneurs, d'accompagner des personnes seules à pied qui se sentiraient en insécurité dans la ville. Donc des nouveaux besoins, des nouveaux entrepreneurs, des nouveaux métiers. Alors bien sûr, là se pose la question de l'employabilité. Bonjour. De la précarisation de l'emploi, mais il faut le mettre en balance avec l'employabilité de certaines personnes. C'est pas idéal, mais ça permet à certaines catégories de personnes qui sont éloignées de l'employabilité de se raccrocher à une économie classique. C'est aussi une nouvelle façon de faire. On parle du New Way of Work, les nomades digitaux, les nouveaux entrepreneurs. Alors là, ça c'est quelque chose qui est vraiment dans le vent. Quand j'ai créé Specialist Wanted, il y avait 800 000 freelanceurs actifs. Aujourd'hui, on est à 930 000. Les nomades digitaux, c'est cette nouvelle génération
dont on parlait hier en début de séminaire, qui a envie de voyager, qui a envie de vivre, qui a envie d'emmener son métier partout. Donc c'est très facile, on travaille au travers d'une plateforme, on déménage, on emporte sa clientèle avec soi. Il n'y a plus d'attachement à un territoire. En 2020, on a eu 850 000 créations de micro-entreprises, essentiellement sur des métiers digitaux. Le digital a bien sûr le vent en poupe. Alors c'était vrai avant le Covid. Le Covid n'a pas déclenché cette tendance, mais l'a accéléré, hein, comme toutes les crises. Les métiers digitaux, de par leur nature, ne sont pas des métiers où on va rester très longtemps sur un projet. Ce sont des métiers de projet. Donc ça favorise également ce qu'on appelle New Way of Work, les nomades digitaux. Donc avec des gens qui vont se positionner sur un projet, et une fois qu'ils l'ont terminé, vont aller chercher un autre client pour refaire un autre projet. Et c'est ce qui les intéresse également, puisque travailler toujours sur le même projet pendant très longtemps, ça perd de l'intérêt, ils perdent leur façon leur connaissance, leurs compétences, l'expertise qui est dans ce métier-là, toujours très évolutive. Donc ça peut avoir un impact social positif, clairement, puisque on fixe des compétences dans les territoires. Aujourd'hui, on n'est plus obligé de travailler dans des centres économiques denses. On peut être un web marketeur expérimenté et aller travailler au fin fond de l'Aveyron ou dans les Vosges. Ce qui permet en fait de fixer les emplois, et ça fixe les populations dans les territoires avec tout l'impact positif qui s'ensuit, avec fixation des services publics, des écoles, etc. Donc peut-être une façon de voir des choses très positives sur la plateformisation. L'habitude du télétravail également, après le post-Covid, ça a bien sûr intensifié cette tendance. Alors, sur la digitalisation et le développement en ligne, pour l'accompagnement entrepreneurial, plusieurs choses sont importantes à savoir. Donc d'abord, la rupture Covid et l'accélération des tendances des consommateurs. Aujourd'hui, la digitalisation, ce qui était un peu un luxe avant le Covid, est devenu une obligation. Alors beaucoup de gens parlaient du bouche à oreille, comment se faire connaître, comment vendre avant le Covid. Le Covid, 2 mois de fermeture complet, ça a quand même permis de se rendre compte que la digitalisation, c'était difficile de s'en passer, que la visibilité sur Internet était devenue très importante, puisque tout le monde a changé son regard et sa façon de faire. Aujourd'hui, quand on ne connaît pas un restaurant, tout le monde va regarder le restaurant sur Internet. Quand vous ne connaissez pas un artisan, tout le monde va regarder s'il existe vraiment, soit sur son site web, soit sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, on a tendance à penser que c'est le nouveau pignon sur rue. Alors ça ne fait pas vendre, ça ne fait pas acheter non plus, mais par contre ça donne de la réassurance. C'est-à-dire que suite à une communication classique, le plombier qui a sa communication sur son camion, eh bien, il faut qu'il soit appuyé sur une communication en ligne, puisque ça donne de la réassurance. On a l'impression sinon que la personne n'existe pas. Tu m'acceptes encore? Bien sûr, je t'accepte. Bonjour. Donc on parle de réassurance et de visibilité, on parle aussi de e-réputation. Et avec toutes les difficultés qui sont les avis, des avis qui soient Google, des avis qui soient certifiés. Tout cet univers, tout ce monde virtuel est devenu complètement incontournable post-Covid. Donc l'accompagnement doit s'adapter à l'accélération de ces exigences. Alors, la plateformisation, c'est aussi une concurrence frontale avec les organismes d'accompagnement. Vous avez des mises en réseau. Avant la CCI, c'était le réseau incontournable de tous les territoires. Aujourd'hui, on a des réseaux sur tous les réseaux sociaux. On a LinkedIn, on a des groupes sur Facebook, on a des groupes régionaux, des groupes de métiers. Donc tous ces groupes virtuels, avec une entraide entre pairs qui a beaucoup de valeur pour l'entrepreneuriat,
c'est une concurrence qui est frontale avec nous, avec les accompagnants de création d'entreprise ou d'entreprise. Est-ce que vous avez des questions, vous avez des remarques d'ici, depuis le début? J'ai l'impression que je vous fais peur quand je vous parle. Bon, tout va bien, très bien. Donc, cette plateformisation qui peut être une concurrence frontale, elle peut aussi être considérée comme un partenariat. Donc, vous pouvez également, grâce à une transformation des méthodes en interne, trouver des partenaires dans les réseaux. Vous créez vous-même des propres réseaux, utilisez les réseaux digitaux pour vous faire connaître, pour attirer des entrepreneurs vers les réseaux physiques. Mais c'est évident qu'aujourd'hui, le digital peut rentrer en concurrence frontale avec les CCI. Les CCI essayent ou les CCI, les CMA, tous les réseaux. Il y a un moment donné où il faut réfléchir à travailler ensemble en partenariat. Je pense que je vais pouvoir arrêter là. Et je vous invite à échanger sur l'avant-Covid, le post-Covid, comment vous le voyez-vous dans vos structures, et après élargir le débat bien sûr sur l'impact sur les sociétés. Merci pour cette présentation. Du coup, moi c'est surtout sur le dernier point, effectivement, ouais. ça me fait réagir sur cet aspect, l'importance par exemple des réseaux sociaux ou des réseaux de pairs finalement, et comment réussir à faire reconnaître la valeur aussi de ces réseaux. Parce que pour moi, justement, je travaille avec des étudiants entrepreneurs. Et parmi les étudiants entrepreneurs, il y en a pour qui ils vont immédiatement voir que effectivement, les conseils d'autres entrepreneurs vont être cruciaux. Pour d'autres personnes, ils vont se dire non, en fait, genre, tu fais pas le même métier que moi, donc ça ne m'intéresse pas. Et du coup, parfois, c'est assez difficile, je trouve, de justement mettre en avant le fait que, regarde, en fait, ce groupe Facebook d'entrepreneurs à Montpellier, en fait, il peut t'apporter tout autant que cette rencontre-là, cet événement-là que même nous, parfois, on organise, mais on dit, mais en fait, entre ces deux-là, tu auras mieux à gagner là-bas. Et là, c'est vrai que moi, j'y vois un enjeu. C'est un vrai enjeu. Voilà, reconnaître la légitimité de ces réseaux-là, et aussi reconnaître la non-légitimité de certains. On se dit, là, ça va être bullshit, bullshit.com, tu vas rien y apprendre, juste tu vas perdre ton temps et ton énergie. Concentre-toi plutôt sur ces événements. Moi, ça, c'est l'un des enjeux. Pour moi, c'est la reconnaissance de certaines de ces formes d'accompagnement. Alors, stratégiquement, il y a plusieurs choix. La première offre, c'est s'intégrer dans ces réseaux. Se présenter, pas mentir, mais répondre de manière qualitative. Et en fait, c'est la répétition des réponses qualitatives qui vont faire que les personnes vont se tourner vers vous. L'autre possibilité également, c'est de créer vous-même un réseau. Alors évidemment, ça veut dire que les entrepreneurs, ils vont peut-être se parler entre eux et peut-être qu'ils vont trouver des solutions que vous auriez pu peut-être vendre. Ah, ça c'est sûr. Mais si on travaille pour eux, on est content de ça. Voilà, mais voilà, oui, mais bon, et après il y a des enjeux financiers quand même. Mais de toute façon, il vaut mieux être le leader dans ce genre de transformation plutôt que le suiveur. Donc voilà, il y a cette solution-là. Et après, je sais qu'il y a quand même beaucoup d'entre vous qui créent déjà des propres réseaux et avec des consultants, avec des plateformes. Et ça fonctionne, mais j'ai pas de solution miracle, c'est un vrai enjeu, c'est comme l'arrivée de l'hypermarché face au petit commerce. On peut ne pas être d'accord, mais ça arrive et il faut faire avec. Mais ce que je vois aujourd'hui, en fait, c'est qu'il y a trop de choix. Et du coup, commencer un autre groupe ou se mettre en avant sur une autre plateforme, en fait, c'est très difficile de raccrocher des gens, en fait, parce qu'il y a déjà trop de choix. Donc, je ne sais pas si je suis vraiment d'accord qu'il faut être encore un leader, parce qu'il y a trop de leaders, en fait. Il y a trop de gens qui créent des groupes, il y a trop de réseaux sur les plateformes aujourd'hui, je trouve. Des leaders qualitatifs, il n'y en a pas tant que ça.
Des groupes qualitatifs, il n'y en a pas tant que ça. Il y a beaucoup de groupes où les gens se réunissent pour essayer de vendre les uns aux autres ou de la recommandation. Mais non, du qualitatif, c'est pas si évident. Et on a LinkedIn. LinkedIn, on peut s'appuyer. Hein, c'est un réseau qui est considéré comme professionnel avec des groupes par métier, des groupes pour les accompagnants, où on peut y mettre énormément de qualité puisqu'on peut y ajouter des articles. Après, sur... Non, donnez vous utilisez avant moi. Pas de souci. Moi, c'est sur la concurrence frontale. Alors, moi, je suis chambre de commerce, donc ça me parle, ça me fait écho. Pour nous, enfin, mon observation à moi, c'est plus un nouvel acteur sur lequel il faut qu'on soit éveillé, parce que ça rentre dans les méthodes, dans ce qu'on peut même préconiser pour certains. À la fois, ceux qui vont sur de l'entrepreneuriat ou du conseil à l'entreprise par des plateformes, ils sont très profession libérale, donc ils sont très autonomes, ils sont très geeks, et du coup ils peuvent trouver l'information et on ne les voit pas. À la fois, c'est pas forcément notre cible première, chambre de commerce, parce qu'ils sont sur l'URSSAF et ils ont peu d'investissement, ils se testent souvent en micro-entreprise et du coup la plateforme teste leur marché ou se sécurise avec des communautés sur des retours d'expérience. Donc c'est très adapté pour ces publics qui sont moins nos publics CCI. Dès que c'est plus structurant ou structuré, ils vont moins aller automatiquement sur ces plateformes. Donc c'est plus pour moi, c'est ma vision à moi, sur certains profils en tout cas, ou certaines activités très en autonomie et des professions libérales, je trouve que c'est très adapté. À la fois, comme on teste des ateliers micro-entreprises et des choses comme ça, c'est aussi un public qui se sent un peu délaissé des fois et qui vient se sécuriser l'information à la chambre de commerce. Alors 2 points, les entreprises qui sont structurées vont aller trouver de l'aide, parfois même de la formation directement sur des plateformes comme Malte, qui vont en fait des journées de consulting. Malte, c'est une entreprise, c'est une plateforme qui vise le CAC 40. Donc effectivement, ce ne sera pas forcément adapté à la PME ou à la TPE, mais tout le monde peut aller trouver un DRH pendant une journée, 2 jours, 1 semaine. Voilà. Après, spécialiste Fantine, la plateforme que j'ai créée, elle est uniquement sur la petite entreprise. Donc ça veut dire que le plombier du coin, il n'a pas besoin d'un DRH pendant une journée. Par contre, il va avoir besoin de quelqu'un qui va lui remplir une fiche de poste, qui va lui faire ses documents OPCO, qui va embaucher qui va faire les documents pour embaucher son apprenti. Et nous, on se place là-dessus en se disant que le plombier gagne mieux sa vie en faisant de la plomberie qu'en faisant des RH. Voilà. Mais du coup, comme c'est pas une agence d'intérim, c'est du service qui est dimensionné. Et ça se place complètement en relais ou ça se place en relais. On imagine bien que tous les entrepreneurs, c'est bien qu'ils soient formés, c'est bien de savoir comment faire un site web, d'avoir mis les mains dedans et de savoir un petit peu changer 2-3 choses. Mais c'est pas ce qui leur fait gagner de l'argent. Aujourd'hui, ils passent 132 jours par an à faire des tâches administratives non génératrices de chiffre d'affaires. Donc vraiment, l'idée, c'est de les dégager. Les grandes entreprises, ça va beaucoup mieux, celles qui vont aller voir Malte. Mais les TPE, PME, en leur dégageant un peu du temps, elles gagnent plus leur vie en faisant des devis qu'en faisant des choses qui sont plus ou moins perte de temps. Mais est-ce que ça existe aussi ça pour les porteurs de projets? Et est-ce qu'on peut, avec nos structures, chambre de commerce, BGE, etc., utiliser ces plateformes aussi pour donner de la visibilité, voire développer nos actions du coup? Alors, il y a de la visibilité en tant que consultant, par exemple, sur ce genre de plateforme. Oui, si vous êtes consultant, vous allez sur ce genre de plateforme, vous pouvez donner de la visibilité, même utiliser la plateforme et l'outil pour aller chercher des clients en dehors de votre zone de chalandise, ce qui va vous faire gagner beaucoup de temps, puisque chaque fois que vous allez dans un réseau pour aller donner des cartes de visite, en fait, vous ne le savez pas, mais c'est du temps et c'est de l'argent. Vous pouvez très bien utiliser les outils pour aller vendre, mais dans des coins où il n'y a personne, où il n'y a pas de réseau. Et il y a des entrepreneurs qui en ont besoin. Donc oui, c'est un vrai canal de distribution pour les micro-entrepreneurs ou les consultants. Et après, pour les créateurs d'entreprises, oui, effectivement, 2 solutions. On se fait former sur un site internet, on met un certain temps à le faire. Est-ce qu'il sera bien fait? Ou bien est-ce qu'on sait faire un site internet, on le donne à quelqu'un pour pas trop cher, on fait un site vitrine.
Et pendant que la personne le fait, on va aller chercher du client. Qu'est-ce qui est le plus utile? Bon, moi, j'ai tendance à penser que c'est le client qui ramène. Vous donnez des exemples solution. là sur site internet, mano, etc. Mais est-ce que vous avez des exemples sur voilà, de l'accompagnement et de la formation pour avoir un processus de création d'entreprise, du coup, où on pourrait du coup, le mettre à profit de nos actifs, enfin, de nos structures pour les développer sur une zone de chalandise plus large? Donc, pour aider une petite entreprise à se créer? Non, enfin, moi je suis comme la CCI, je fais de l'accompagnement à la création d'entreprise, et je me disais, est-ce que je pourrais, et je le fais d'une manière très traditionnelle, avec de l'accompagnement individuel, collectif et du travail sur notre plateforme de travail collaboratif, mais interne, mais je me dis, est-ce qu'on pourrait élargir notre zone de chalandise en allant proposer nos services via une plateforme, du coup, et je ne connais pas ces plateformes, moi, je ne sais pas s'il y en a qui existent. Sans doute, mais alors je le vois, ça doit sans doute exister, je vois pas vraiment laquelle. Mais oui, ça doit exister, bien sûr. D'accord. Oui. Oui. Bah, du coup, c'est pour répondre directement. Moi, il y en a une plateforme qui me semble répondre assez bien à cette problématique-là, c'est le CCI Store. Donc moi, je ne travaille pas chez CCI ou quoi que ce soit, mais le CCI Store qui permet justement de référencer beaucoup d'offres d'accompagnement. Et notamment un truc que je trouve assez cool sur CCI Store, ce qui ne devait pas être évident à coder, je pense, c'est le comparatif. C'est de pouvoir comparer, ok, ben en fait, entre cet outil-là et cette offre-là, quels vont être justement les points différenciants, quels vont être les points communs. Ça, c'est très important. Et ça, moi, je le trouve assez bien fait sur CCI Store. Donc j'imagine qu'être référencé sur CCI Store, j'ai aucune idée comment ça fonctionne j'y ai derrière. pas pensé, alors qu'en vrai, je suis référencée sur CCI Store. J'ai J'ai très honte. Parce qu'effectivement, nous aussi, on fait de l'accompagnement, puisque quand quelqu'un vient nous voir avec un projet ou une idée, tout le conseil et l'orientation est complètement gratuite. On a des mentors en interne qui sont capables d'aider, mais on est uniquement sur la petite entreprise. Et on fait en fait du consulting de très haut niveau, mais adapté à la petite entreprise. Donc on fait du positionnement, mais pour le plombier du coin. Par exemple, on fait du marketing stratégique pour le plombier du coin et ça marche très bien. Ce sont des gens qui n'ont pas accès à ces connaissances et les consultants en général, ils n'ont pas envie de le faire pour les petites boîtes. Donc, et ça, c'est très très efficace. Donc oui, c'est sûr que la digitalisation, c'est une concurrence frontale et il faut s'en méfier et essayer de l'utiliser au mieux. Mais donc il y a une autre partie qui est intéressante, c'est quand vous avez quelqu'un qui veut vendre quelque chose et qui veut une boutique, un atelier, il ne faut pas les freiner à aller vendre sur Amazon. Amazon, c'est sûr que ça a un coût de vendre sur Amazon, mais c'est juste un canal de distribution supplémentaire. Ça ne les empêche pas de vendre dans leur boutique. Et en fonction de ce qu'ils vendent, ça peut aller de 3 à 7% avec des abonnements de 99 à 39 € l'année. Quand on compte le prix d'une publicité dans un magazine ou au Midi Libre, par exemple, pour ne pas les noter, pour pas les nommer, c'est qu'est-ce qui est le plus rentable. Tout est important, mais au début, est-ce que ça vaut le coup de mettre 700 € dans une publication papier ou bien tester son marché et ses produits avec un impact financier qui est quand même moins important. C'est un peu cette notion de concurrence frontale sur laquelle je suis moins d'accord. Parce que pour moi, c'est vraiment un acteur qui fait vraiment partie du paysage. Et Amazon, ça peut être vraiment très utile pour quelqu'un qui a un monoproduit, qui ne sait pas gérer la livraison. Enfin, on peut être en plus les premiers à promouvoir des solutions de plateforme. Amazon, c'était pas dans ma partie concurrence frontale. Hein. Ouais, ça intègre vraiment dans l'environnement. Donc c'est plus sur cette notion, personnellement, concurrence frontale, mais plus je vois plutôt des opportunités de travailler différemment, des acteurs qui ouvrent plein de possibilités pour les entrepreneurs. Oui, ça a une tendance à vraiment à libérer les énergies et à permettre à des gens qui ne pouvaient pas travailler ou qui ne pouvaient pas travailler à temps plein. Nous, par exemple, c'est les parents au foyer qui veulent absolument être à la sortie de l'école, travailler à temps choisi. C'est possible quand on est nomade digital, c'est possible. Les personnes qui suivent la carrière de leur conjoint emmènent très simplement leur entreprise et leurs clients au fur et à mesure des déménagements. Donc ça a un véritable impact positif. Ce qu'on appelle dans notre jargon la tech for good. On essaye de faire ça.
On essaye de mettre pas que du digital au service de l'entreprise, on y met de l'humain et on essaye de faire que l'humain en profite. C'est ça quand je disais intelligence au début, intelligence artificielle ou tout simplement l'intelligence humaine. Et on connaît, parce qu'on rencontre tous beaucoup d'entrepreneurs, ils se sentent seuls. Donc un outil c'est super, quelqu'un qui répond au téléphone c'est quand même sympa. C'est clair. Non, par rapport à ce que tu viens de dire, pour moi c'est indissociable, concurrence frontale. Ouais, je trouve ça fort. Après, je me dis aussi que sur le côté du digital, je pense aussi que tous les outils qu'on vient de citer, que ce soit LinkedIn justement aussi entre autres, ça dépend à quelle étape de vie professionnelle je pense qu'on est. C'est-à-dire que sur le côté, je démarre ma boîte, la CCI, oui, tu as un appui par rapport à ça, c'est histoire de voir un peu ce qui se passe. Du côté des plateformes, alors Mike, comme tu le précisais, on va peut-être se mettre au-dessus, on va aller voir les tarifs un peu de ce qui se passe. Mais après, toi, la deuxième année, je me dis qu'à ce moment-là, c'est peut-être la digitalisation, on va peut-être y aller plus, parce que là, on sait plus d'offres, c'est un peu plus cadré. Autant première année, je me dis, voilà, ces réseaux, on va se mettre partout. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, mais après, on se perd un peu sur qui fait quoi. Ce que vous disiez tout à l'heure de leaders, il y en a beaucoup. Non, pour moi, on veut être partout dans la précarité, mais après, deuxième année, on ne va pas être sur les mêmes repères. Et on va voir que les leaders, il n'y en a pas tant que ça, et on va être plus sur le qualitatif. Et donc de réseau, avoir moins de personnes, c'est un peu la discussion on a dit hier, et de deuxième année, on va être plus sur cette approche. À la troisième année, on va réduire les taux. Mais parce qu'au fur et à mesure, on va trouver les bons outils, mais concurrence frontale, non. Pour moi, il y a quand même l'humain et l'outil qui fait gagner du temps. Des experts qui vont être sur un domaine qui n'est pas le nôtre, et donc première année on va peut-être pas le voir, mais sur une troisième année par exemple, on va voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et gagner du temps et avoir du temps pour le développement, quoi. Après LinkedIn, pour moi c'est vraiment une plateforme réseau, quoi. Il faut vraiment avoir du contenu, il y a pas de stratégie de contenu. Alors en tant qu'entrepreneur, ça dépend ce qu'on vend. Pardon ? En tant qu'entrepreneur, ça dépend ce qu'on vend. Si on vend des objets, il nous faut un canal de distribution. Si on vend de la prestation intellectuelle sur les profs, il nous faut un canal de distribution. Voilà. C'est cette activité qui va déterminer. Donc ça, c'est des conseils qu'on doit donner aux gens qui veulent vendre leurs prestations ou leurs services. Et on doit y penser. Après, si on veut acheter de la prestation de service, si on veut être accompagné, là par contre, on a quand même des outils qui sont très automatisés, qui sont certainement pas sympas du tout, mais qui, par exemple, comment monter sa micro-entreprise en 3 clics, quel statut choisir avec une intelligence artificielle qui est capable de vous sortir une proposition. On a des startups qui sont capables également de vous sortir des documents juridiques préétablis, avec peu ou prou de succès, mais en tout cas, elles vendent, donc ça veut dire qu'il y a des gens qui achètent. Ça, pour moi, c'est de la concurrence frontale aux accompagnateurs. Non ? Vous n'êtes pas d'accord ? Je ne suis pas d'accord. Mais parce que non, on ne se positionne pas comme les juristes pour monter des statuts. Ce n'est pas notre valeur ajoutée en tant qu'accompagnant. Nous, notre valeur ajoutée en tant qu'accompagnant, elle est que la personne se pose des bonnes questions, puisse passer de l'idée au projet concret, et qu'il ait toutes les chances en main pour bien s'immatriculer, faire les bons choix. Enfin, nous, on n'est plus des accompagnateurs, à le pousser à se questionner pour faire les bons choix. Après, du coup, nous, notre plus-value, elle n'est pas sur le papier juridique. Nous, on veut qu'il se pose la bonne question pour savoir quel est le réseau le plus adapté en fonction de son objectif personnel, professionnel. On est plus on borne, où on l'aide, où on le pousse à se questionner. Et comment ils vous connaissent ? Alors nous, chambre de commerce, ils viennent par la porte d'entrée réseau de notoriété. Puis après, les pôles emploi peuvent nous les envoyer. Enfin, on a plusieurs après prescripteurs, au même titre que les boutiques de gestion. Et donc, ils viennent. Nous, chambre de commerce, on n'a pas ce besoin push de travailler fortement pour faire venir les gens vers nous. Oui. À savoir que les nouveaux entrepreneurs, les jeunes, certains ne vont pas aller directement vers vous. Mais ils vont aller peut-être se tourner d'abord sur des solutions automatisées, quitte à faire des erreurs et revenir après. Ça, on les voit.
Ouais. Mais du coup, on se positionne pas comme un concurrent à ces plateformes, mais même les plateformes peuvent être utilisées à bon escient parce que c'est le bon moment où ça répond aux besoins. Donc c'est plutôt que c'est par rapport à la plus-value qu'on emmène et à la plus-value qu'emmène peut-être la plateforme où on n'est pas forcément sur les mêmes besoins ou attentes. Moi, je suis convaincue puisque je travaille avec vous, donc je le sais. Mais le super autonome qui va aller sur l'auto-entrepreneur URSAF.fr, moi je trouve que c'est très adapté pour lui, il va, il fait ses clics et... À savoir qu'il peut aussi être amené à tomber sur des escrocs qui vont leur demander de l'argent et qui ne sera pas sécurisé. Et ils reviennent et puis on n'a pas grand-chose à faire parce qu'on ne sait pas quelle plateforme et qu'ils ont payé 90 € et qu'ils ne sont toujours pas inscrits et que l'URSSAF ne répond pas. Et qu'ils reçoivent un courrier au bout de 15 jours en leur demandant 230 €. Oui, non, mais on les connaît, on les récupère aussi. Hein, donc voilà, du coup je me sens moins en concurrence par rapport plutôt à la plus-value qu'on emmène et à des offres que des plateformes peuvent emmener sur un besoin particulier, je vends pour une offre cadrée. C'est pas forcément le même besoin auquel on répond. C'est mon avis personnel. L'essentiel, c'est juste que les personnes qui cherchent un acte le sachent. Exactement. Pour ça que la plateforme, là, pour moi, elle a un plus, où on ne peut pas tout faire par rapport à ça, mais sur la plateforme en elle-même, la personne qui démarre l'activité peut un peu tout de suite enclencher, juste question, avec dans la plateforme ta société. Alors nous en fait ça commence déjà dès qu'ils veulent créer une entreprise, ils ont un mentor. C'est pas la boîte qui est lancée et là c'est au contraire l'expertise, quand je disais le gain de temps, avoir un peu d'expert, de pouvoir travailler. Voilà, non, ils ont une seule personne, un seul interlocuteur, toujours le même, tous les mois, qu'ils soient clients ou pas, et après on les conseille, on les oriente. Même pour la création d'entreprise. Exactement. Il y a des plateformes qui existent où ça va être des personnes qui sont déjà lancées et qui veulent déléguer, voilà, c'est plus tard. Tu vas voir. C'est ça, en fait, la typologie de notre clientèle, donc les petites, c'est des gens qui ont, qui a priori, ils se lancent, ils ont besoin d'aide, ou ils sont déjà lancés, ils ont besoin de rien, mais ils ont besoin de parler à quelqu'un. Et à l'occasion d'un échange, c'est là qu'ils disent, j'ai besoin de rien, mais par contre, remplir mon OPCO, c'est insupportable. Et ça me prend 3 jours, et ça me casse les pieds. C'est là qu'on peut les aider. En disant, on vous trouve un spécialiste pour le faire, ça va lui prendre 2 heures, ça vous coûtera rien, et pendant ce temps, vous faites autre chose. Mais c'est parce que c'est lié à une typologie particulière, et parce qu'on s'est positionné, nous, comme accompagnants. Et c'est venu, en fait, pendant le Covid. Pendant le Covid, on avait des entreprises qui n'avaient pas de trésorerie, et pas de site internet, donc ils ont fait quoi? Rien, puisque tout était fermé. Donc c'est là que nous, on s'était engagé à leur faire des sites à 99 €. On en a fait 100 à 99 €. Et puis voilà, pour qu'ils puissent au moins faire quelque chose. Et ça, on a travaillé comme des malades, mais l'idée c'était de se dire, c'est potentiellement nos clients, donc on a 2 choix. Soit on les laisse mourir, soit tant pis, ça nous coûte de l'argent, mais on les aide. Mais enfin, on s'est positionné volontairement sur ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas de questions sur des questions morales sur Amazon, c'est pas bien, ils payent pas leurs impôts ici, rien. Je m'attendais à des questions un petit peu plus rugueuses. Ça pour moi, pour le coup, ça c'est au choix après des entrepreneurs de trouver aussi leur plateforme. Moi, c'est vrai que je réfléchis plus à la plateformisation du côté de la posture accompagnant, tout ça. Et là aussi, il y a aussi une question d'éthique qui peut se poser derrière sur l'utilisation des plateformes, la multiplicité des plateformes, quelle plateforme on utilise, un réseau d'outils français ou est-ce qu'on peut se permettre de passer par des Américains. La qualité du conseil, ouais. Oui, carrément. Oui, carrément, oui. Ouais. Mais le point, c'est plus sur ces aspects-là qu'après Amazon et consorts, je n'ai pas envie, moi, en tant qu'accompagnant, de rentrer dans les décisions de l'entrepreneur. Pour moi, lui donner les clés, et que par lui-même, justement, il puisse se poser les bonnes questions et qu'il développe un projet qui correspond à ses valeurs carrément. Si ses valeurs sont alignées avec Amazon, vas-y mon garçon. Sinon, regarde, il y en a d'autres aussi qui existent. Mais pour moi, après, c'est des décisions d'entrepreneur plus que d'accompagnement. Ouais. Non, je dis sur ça, par rapport à ce que tu viens de dire,
Au contraire, nous accompagnons les entrepreneurs, donc depuis 10 ans, et au contraire, c'est de voir un peu ce qui se passe. Justement, être en lien par exemple avec une personne comme toi, ok, très bien, je ne connaissais pas l'entreprise, maintenant je vais le mettre dans ma liste, et de dire, attendez, il y a ça, et de voir si humainement, indépendamment du service, ça va fonctionner. Mais pour moi, oui, c'est pas l'entrepreneur qui va le décider, c'est vrai, de valeur, c'est vrai, mais quand même, de pouvoir l'accompagner, parce qu'après, de contenu, bon, il va être dessus, ou elle va être dessus, mais le contenu, stratégie de contenu pour convaincre, etc., ça va être d'aller quand même opérationnel, ne pas lâcher, quitte à faire un trio de compétences pour voir comment faire par exemple avec ta plateforme. Et la personne se présente tellement par rapport à cela, par rapport à ce service, en contenu. C'est pour ça que je ne vais pas lâcher la personne. C'est-à-dire que diriger, ça existe, ça existe. Souvent, ça va être des gens de réseau, c'est vrai. Mais ça ne va pas être de lâcher la personne. C'est ok, tu y es. Bon, maintenant, quels sont tes retours? Tu y es depuis 3 mois, comment ça se passe? Mais dans mon accompagnement, je ne lâche pas. Oui. Voilà. Mais si c'est quelqu'un qui crée son entreprise, etc., c'est vrai, je ne pensais pas que tu allais au début. Maintenant, je l'ai en tête par rapport à ça. Parce que ça peut être au contraire un schéma de départ. Mais tu ne seras pas pour moi une concurrence frontale. Pour les clients, le type d'entrepreneurs qu'on a, qui sont souvent beaucoup des artisans, enfin vraiment des petites entreprises, ils apprécient la formation, mais ils n'ont pas le temps. Ils apprécient de savoir faire des choses, mais voilà, à 132 jours par an à faire à pas faire leur métier. Donc parfois pour les faire accélérer, c'est vrai que leur filer un petit coup de main, quelqu'un qui met les mains dans le moteur, ça aide bien quoi. Ça accélère, voilà. Après ça dépend toujours de la plus-value qu'on identifie sur la plateforme. Amazon, on aime ou on n'aime pas, mais c'est vrai qu'on ne peut pas leur enlever leur force en termes de gestion logistique, donc des externalisations de services que des fois on ne peut pas faire soi, et où on a sa propre limite humaine, physique, d'espace, et du coup ils apportent de lisibilité, ils apportent eux ou d'autres une plus-value qui est non négligeable et qu'on ne peut pas leur enlever. Donc les plateformes, pour moi, au-delà de la plateforme, c'est la plus-value qu'elle emmène. Si elle emmène en plus-value 2 jours de temps, un prix correct sur le marché et que ça me permet de me recentrer sur autre chose, c'est surtout cette lecture de plus-value qu'on peut lire ou pas sur certaines plateformes. Après, sur Amazon, je sais que si je freine sur Amazon, parce que ça va être sur le côté où l'édition, ils ne l'ont pas. La relecture, par exemple, sur quelqu'un qui a écrit son livre, comme il y en a beaucoup qui le font sur l'entrepreneuriat, des personnes que j'ai dirigées sur des boîtes d'édition où ils allaient avoir vraiment le complet. Et s'ils vendaient, effectivement, tout était cadré. À ce moment-là, c'était Amazon qui leur permettait, hypothèse, c'est la rentrée sur quelque chose lié à l'entrepreneuriat, de se mettre sur Amazon parce que, voilà, en termes de stratégie, on va dire, ça peut être intéressant. Mais en termes vraiment de l'éditeur et autres, ils ne sont pas du tout sur cette partie. C'est vraiment, je suis Amazon, je suis dessus, je vends en ligne, et je fais du volume, quoi, c'est du chiffre. La seule limite, c'est que d'utiliser ces plateformes comme canal de distribution, donc soit Amazon, Mano, je crois que c'est une entreprise française, c'est que ça demande un petit peu de connaissances informatiques, puisqu'on n'upload pas ces photos telles quelles, parce que sinon ça prend trop de place sur la plateforme. Donc il faut avoir une petite aide pour que ce soit efficace, parce que pareil, les services ou les produits qui sont vendus doivent être mis en valeur par le vendeur lui-même. Donc il y a parfois besoin d'une petite aide. Donc c'est pour ça que là, l'appui Amazon, c'est vrai qu'il y a tout ce qu'on peut entendre sur les médias, mais en même temps, selon les métiers, c'est vrai que c'est un plus. Ah oui, alors qu'on soit pour ou contre, qu'on achète sur Amazon ou non, ça existe. Voilà, ça existe et ça ne va pas devenir moins grand. Donc, voilà. Là, on va être dans le quantitatif, mais pas forcément qualitatif pour Amazon, pour moi. Voilà, c'est tout. Si on veut vendre, son service, niet. Rapidité, oui. Non, c'est une nouvelle façon d'acheter. C'est comme à Sainte-Geneviève-des-Bois, je crois que c'est en 63 quand Carrefour s'est installé. Je suis sûre que le boucher du coin n'était pas content. Je suis sûre que le boucher du coin n'est plus là, d'ailleurs. Ou il revient, parce que ça devient à la mode. Mais voilà, c'est une nouvelle façon de faire. Et voilà, c'est difficile d'aller contre une tendance aussi lourde.
Après, c'est toujours une histoire de positionnement quand même, offre par rapport aux besoins et en fonction de la segmentation client, quoi. Effectivement, un boucher aujourd'hui répond à une certaine catégorie de clients, au même titre que Carrefour pour une autre catégorie ou une autre typologie de consommation. Donc je pense qu'effectivement, il y a ça aussi qu'il faut avoir en tête comme enjeu. Et je pense que pareil, sur des structures, des réseaux d'accompagnement comme les nôtres, aujourd'hui, c'est aussi ça. C'est quelle posture, c'est un peu, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure sur la CCI, c'est quoi notre plus-value, c'est quoi notre atout, et comment effectivement on vient compléter, on vient en complémentarité, ou ces nouveaux acteurs viennent en complémentarité de ce qu'on propose aujourd'hui. Ouais. Et d'être conscient de ça, ça vous permet peut-être de le faire savoir. Il faut le faire savoir. Vous en êtes persuadé, vous le savez, vous connaissez la qualité de votre accompagnement. Est-ce que tous les entrepreneurs le connaissent? Ouais. C'est pour ça que je pense que c'est pas une mauvaise idée de créer son propre réseau digital, en utilisant les plateformes qui existent déjà. Et de les suivre. Ah oui, après, bien sûr, ça demande un peu de travail. On est dessus, tu sais. Nous, c'est les contraintes. On voit énormément, ils ne suivent pas. Ouais, strate consulaire. Après, ça nous dépasse un peu sur l'image CCI France. C'est plus à notre niveau. Mais ces questions, elles sont importantes sur les évolutions. Et même d'animer des webinaires, par exemple, pour l'avoir fait par Covid, c'est plus du tout le même métier, c'est plus la même posture. C'est-à-dire qu'on remet constamment en question nos façons de faire, les outils qu'on peut avoir. Enfin, on est dans cette ouverture d'évolution. Telle que peut-être les plateformes, c'est pareil. En tout cas, il faut vraiment bien... En ligne, c'est pas pareil, même si on le fait via d'autres outils déjà collaboratifs, mais on change tout le temps de posture, de raisonnement, de réflexion. On s'ouvre aussi en tout cas, pour les entreprises que vous accompagnez, il faut bien faire la différence entre les plateformes sur lesquelles ils peuvent vendre, et vendre, c'est important, les plateformes où ils peuvent trouver de l'aide. Et vous, quand vous les orientez vers des plateformes qui donnent de l'aide, faire attention de ne pas non plus scier la branche sur laquelle vous êtes assis. Oui, mais justement, je pense pas qu'on le... Ah non, mais c'est pour ça qu'il faut rester dans la vague. Je suis complètement d'accord. Si tu disais l'inverse, ce serait bizarre. Mais c'est vrai que pour moi, non, c'est au contraire complémentaire par rapport à ça, parce qu'à la limite, j'ai un accompagnement. Je te passe la main à un moment donné sur 3 mois. Est-ce que tu as une partie gestion administrative de mémoire? Et cette partie-là, tu t'en veux bien qu'ils savent gérer une entreprise, ok. Toutes ces parties-là, avec plaisir, je te passe la main. Non, mais par exemple, si tu parles de moi... accompagnement, toi, et moi je reprends le relais après pour voir comment ils se sont justement appropriés tout ça, et de stratégie, comment ils ont gagné du temps pour leur développement et leur communiquer. Tu vois, pour moi c'est complémentaire, mais ça n'empêche pas que le lien en face à face présentiel, pour moi, indissociable de tout ce que tu peux présenter grâce à cette plateforme qui est en digital. En vrai, comment ça se passe? C'est très simple. On travaille beaucoup avec des organismes de formation, donc les gens forment un entrepreneur à la création d'un site web ou comment se faire connaître sur les réseaux sociaux. Sauf que il rentre chez lui, et puis c'est pas, et puis il dit pas tas de choses, qui me le fait, qui peut me le faire. Et c'est là qu'on prend le relais. Mais il sait quand même, et puis on va pas le laisser se débrouiller tout seul, enfin je veux dire on va lui faire, mais il sera aussi acteur. Et pareil pour les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, il y en a besoin, il est obligé de se faire connaître, mais par contre, ça prend du temps, il faut savoir écrire correctement, il faut faire un peu de visuel, c'est des métiers que tout le monde n'a pas. Hein. Enfin, je veux dire, c'est... Moi, la limite, par rapport à ce que tu évoques, il y a des personnes avec des experts, par exemple, justement, je sais jamais, community manager. Oui, un community manager, par exemple. À la limite, ça serait plus concurrence frontale pour les community managers avec qui je travaille, par exemple. Et de me dire, Europe, peut-être ce serait peut-être plus adapté. Tu vois, il peut y avoir un frein plus à ce niveau-là qu'au niveau de mon accompagnement. Tu disais un référent pour tout le monde, à la limite, je travaille avec toi, mais ça peut être pas mal si je suis en distanciel avec des personnes qui sont en Bretagne.
et ton outil Oui, bah que oui. tu puisses appuyer. Mais on parlait Le aussi des local, gens, on disait tu le vois, BP, moi, le ça me BP, parle. on veut que ce soit l'entrepreneur qui le fasse. Mais bon, parfois, il y a Ouais, des gens c'est qui ça. sont complètement, qui détestent les chiffres. Bon, ben, il peut trouver quelqu'un pour faire l'opérationnel. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de contact entre les deux, mais entre voilà comment ça se fait et je te le fais sans que tu réfléchisses. On essaye de trouver une solution où l'entrepreneur, il est co-acteur de son développement. Et franchement, sur ce genre d'entreprise, comme il y a peu de gens qui le font, ça donne des super résultats. Hein. Ouais, ça, c'est plus les gens de... Mais ça commence parfois justement sur du positionnement. Nous, on a par exemple un entrepreneur qui fait de la décoration. Alors je vais vous donner son nom, il s'appelle JP Peinture. JP Peinture. Jean-Pascal. Il voulait faire du positionnement haut de gamme avec son nom, JP Peinture, dans un environnement où il y avait énormément de résidences secondaires. Et on lui a proposé, déjà, il aime bien faire du haut de gamme, mais il faisait tout ce qu'il pouvait pour pouvoir remplir son carnet de commandes. Et on lui a dit, bah voilà, pour un positionnement haut de gamme, il faudrait changer de nom, il faudrait changer de logo. Et on lui a trouvé quelqu'un pour lui faire, à un coût dimensionné à sa structure. Il a un site internet qui revient à son positionnement haut de gamme et des réseaux sociaux. Et aujourd'hui, si vous voulez faire appel à JP Peinture, qui s'appelle maintenant l'Atelier B, il faut attendre 1 an et demi. Et ça, c'est un résultat qu'on a eu en moins d'1 an. Donc, mais en fait, c'est rajouter des vraies stratégies qui sont normalement réservées aux grandes boîtes, mais l'adapter aux petites. Et ça marche. Si ça marche pour Chanel, ça marche pour l'Atelier B. Mais il faut trouver des gens qui ont envie de le faire. Et ça, c'est la plus grande difficulté. Les consultants, aujourd'hui, comme ils veulent mettre beaucoup d'argent, enfin, ils veulent avoir des gros devis, des grosses factures, donc ça leur casse les pieds d'aider le plombier du coin. Et c'est pour ça que nous, on est que sur le plombier du coin. Bon, en plus, l'idée, c'est qu'on sait qu'on crée de l'emploi, qu'on conserve l'emploi créé par les entreprises, et puis et dans les territoires. Parce que la digitalisation, ça permet aussi d'envoyer des compétences dans les territoires et de fixer les populations. Donc, ouais, les plateformes, ça peut être bien. Et ça peut aussi être vraiment pourri. Ça peut être tout. En conclusion. la compétence.